Est-ce que vous savez que votre petit déjeuner a changé? Depuis le 19e siècle, à l'époque de nos arrière-grands-parents, le petit déjeuner s'est complètement transformé. Alors à l'époque de nos grands-parents, c'était quoi? C'était café, croissant, journal, la fameuse feuille de chou qu'ils lisaient le matin en prenant leur petit déjeuner. 1906, c'est l'arrivée de la première émission radio. Et le petit déjeuner commence à se transformer. Café, croissant, journal, radio. La radio rentre dans nos foyers et on écoute le matin les nouvelles. 1926, 20 ans après, c'est la télévision qui fait son entrée. Alors, notre petit déjeuner se transforme. Café, croissant, radio, journal, télé. On est en train de modifier notre façon de vivre en fonction des nouvelles technologies. 1994, il y a une véritable révolution qui est en train de se mettre en place. Vous savez ce que c'est? C'est ça. Le téléphone portable. Le smartphone est en train de rentrer dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'avec ce smartphone, nous pouvons tout avoir. Et moi, il m'arrive régulièrement de regarder la presse écrite sur mon smartphone. Il m'arrive d'écouter la radio. Il m'arrive de regarder la télé. Donc mon café est toujours présent, mon croissant est toujours présent. Il est des fois bio, il est des fois sans gluten, des fois il n'est pas super bon, mais il est toujours là. Et puis le smartphone est là, avec tout ce qu'il peut y avoir dedans. Et à ce moment-là, il y a une chose en plus qui est en train de rentrer dans notre petit déjeuner, ce sont les podcasts. Et avec les podcasts, nous avons l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle s'invite maintenant dans notre petit déjeuner. Moi, ça m'arrive et j'écoute régulièrement des podcasts sur l'intelligence artificielle parce qu'il y a des gens inspirants qui m'inspirent. Comme pour vous tous, vous pouvez écouter des podcasts directement sur votre smartphone, sur des sujets qui vous appartiennent. Alors aujourd'hui, où en est véritablement l'intelligence artificielle? Vous vous rappelez de ça? Je pense que certains d'entre vous dans la salle ont à peu près le même âge que moi, et on se souvient de Radiocom 2000. Vous savez, le téléphone portable, non, transportable, avec la fameuse valise, et puis on était là, on se dit « Waouh, super, génial, j'ai le téléphone portable ». L'intelligence artificielle, c'est Radiocom 2000. On en est au début du début du début. On a toute une évolution qui va se passer. Il y a 2 ans, le père de l'intelligence artificielle disait « Pour avoir une intelligence artificielle générale, donc la superbe intelligence artificielle, il faudra 20 ans. » Au mois de juin, il a dit « Il faudra 3 ans. » L'intelligence artificielle est en train de révolutionner notre façon de vivre, notre façon de travailler. Alors, l'intelligence artificielle a eu 7 dates clés véritables dans l'histoire pour pouvoir marquer un petit peu son évolution. J'ai demandé à des amis de nous parler des 7 dates clés de l'intelligence artificielle. On les écoute tout de suite. Bonjour Cyril. Vraiment merci de me faire participer à ta conférence et franchement, c'est un véritable honneur que tu me fais. Je vais te donner l'histoire de l'intelligence artificielle en 7 dates clés. 1950, le mathématicien britannique Alan Turing pose une question. Les machines peuvent-elles penser? Dans une revue scientifique, il parle du jeu de l'imitation. Est-il possible qu'un robot se fasse passer pour un humain? Il prédit que la chose deviendra bientôt possible. Aujourd'hui, Alan Turing est considéré comme le pionnier de l'intelligence artificielle. En 1956, c'est-à-dire 6 ans plus tard, c'est la naissance officielle de l'intelligence artificielle avec la conférence de Dartmouth College. Le budget est de 7 500 $ financé par la fondation Rockefeller et seulement une vingtaine de personnes y assistent. À l'issue de cette conférence, l'intelligence artificielle est considérée comme discipline scientifique. Et c'est John McCarthy qui propose le terme intelligence artificielle. Merci Tom et merci Cameron.
Un an après cette conférence historique en 1957, les premières machines apparaissent. Le perceptron voit le jour. Cet algorithme, mis dans un superordinateur de l'époque, imite la manière dont les neurones, dans notre cerveau, traitent et transmettent des informations. Le perceptron fait des calculs pour reconnaître des modèles dans les données, un peu comme apprendre à différencier les chats des chiens. C'est un des fondements clés du deep learning. Cette technique aide les ordinateurs à apprendre et à prendre des décisions. Cette machine en 1957 est capable de reconnaître une lettre de l'alphabet. J'espère que ces informations vous ont plu. Merci à toi Cyril de m'avoir donné cette opportunité d'intervention. Et c'est quand tu veux pour faire une conférence avec toi. Je suis vraiment honoré Cyril d'intervenir avec des stars. Et en tant qu'intelligence artificielle je vais essayer d'être à la hauteur. C'est en 1997, à New York, le champion d'échecs Garry Kasparov est battu par Deep Blue, le superordinateur d'IBM en 19 coups au terme de 6 parties. Mais l'année d'après, Kasparov gagne face à la machine. Allez, on continue. Merci Cyril de me faire intervenir comme mes amis dans cette présentation des 7 clés dans l'histoire de l'intelligence artificielle. 2011, un autre ordinateur nommé Watson remporte le jeu télévisé de culture générale Jeopardy. Ce programme impressionnant est développé par l'entreprise IBM. On continue dans l'évolution de l'IA. En 2016, nous assistons au triomphe du deep learning, l'apprentissage profond, et c'est à Séoul que Lee Sedol, le champion du jeu de Go, s'incline face à l'ordinateur AlphaGo. Ça y est, Google entre dans la course de l'intelligence artificielle avec ce logiciel de pointe. Encore merci pour m'avoir fait intervenir et tout comme Adam, je suis partant pour faire des conférences avec toi. Le président de la République, Emmanuel Macron. Merci beaucoup Cyril de me laisser la primeur de clôturer ces 7 clés. En 2022, c'est le choc ChatGPT. Une révolution sur l'Internet. Cette intelligence artificielle répond à des questions complexes, il dialogue avec les humains presque d'égal à égal. Mais surtout, ChatGPT, c'est l'arbre qui cache la forêt. Derrière cette intelligence artificielle, plus de 2000 IA se créent tous les mois, dans la musique, la vidéo et le graphisme. En quelques semaines, les logiciels classiques que l'on disait historiques deviennent préhistoriques. Mes chers compatriotes, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère de technologie et de savoir. Alors, écoutez bien Cyril dans ses explications, car il va vous transmettre son enseignement. Et Cyril, c'est quand tu veux pour un café avec Brigitte. Voilà, vous avez vu ce qui vient de se passer entre la première photo animée de Tom Cruise et puis Emmanuel Macron. Il s'est passé 2 mois. La technologie a évolué et évolue de façon fulgurante aujourd'hui. Et on est passé dans ce qu'on appelle l'ère du clonage. Allez. Ah, il ne veut pas. Voilà. L'ère du clonage. Alors, je me suis cloné. Je me suis amusé à me cloner pour que, justement, on puisse se rendre compte de ce qui est potentiellement possible de faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Ce que vous allez voir, c'est moi, mais ce n'est pas moi, c'est ma voix, mais ce n'est pas ma voix. J'ai cloné ma vidéo, je me suis cloné en vidéo, et j'ai cloné ma voix. À partir d'un script écrit, j'en ai fabriqué une vidéo complète. Je suis dans mon salon et je parle. Bonjour et bienvenue dans cette formation exceptionnelle sur comment produire des contenus grâce aux outils de l'intelligence artificielle. Alors, ça fait plusieurs mois que je travaille sur des... Alors, je l'arrête parce que sinon, il y en a pour 6 minutes. L'intelligence artificielle, vous voyez, elle révolutionne complètement notre façon de travailler. Parce qu'avec cette possibilité de pouvoir se cloner, vous imaginez ce que l'on peut faire demain avec des vidéos complètement fabriquées. Tout à l'heure, je discutais avec les caméramans qui me disaient « Ouais, mais moi, j'ai complètement peur. J'ai peur de ce qui est en train de se passer. » C'est vrai qu'il faut avoir peur. Et justement, l'intelligence artificielle suscite 2 sentiments. Le premier sentiment que l'intelligence artificielle suscite, c'est la peur.
On a peur, pourquoi? Parce qu'on a peur de l'inconnu. Et puis, en tant que chef d'entreprise, on a envie d'y aller. Alors oui, Cyril, effectivement, le premier sentiment que l'intelligence artificielle procure, c'est la peur. Et pourquoi? Parce que nous sommes les descendants d'ancêtres stressés. Nos ancêtres ont survécu grâce à leur stress et du coup, par héritage, nous sommes stressés de nature. Donc notre cerveau qui veille à notre survie est en recherche permanente de menaces inconsciemment. Donc ce signal de peur est inscrit dans notre véhicule corporel depuis la nuit des temps, depuis la première sortie de la grotte où il fallait tout surveiller pour survivre. Et donc nous avons 3 réactions qui sont archaïques elles aussi face à un signal de peur, c'est la fuite, la paralysie ou l'attaque. Et les peurs ancestrales qui nous habitent inconsciemment sont aussi au nombre de 3. C'est d'abord la peur d'être mangé ou la peur du noir, elle est associée. Ensuite, la peur d'être abandonné et la peur de ne plus être aimé ou reconnu pour sa singularité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 peurs ancestrales inconscientes, elles peuvent être réactivées à tout moment au quotidien. Donc l'intelligence artificielle arrive dans mon entreprise, eh bien je vais peut-être avoir peur d'être mangé ou peur de ne plus être aimé ou reconnu pour ma singularité. Et pour vous illustrer la puissance de ces peurs inconscientes, j'aime bien prendre cet exemple des enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants en bas âge qui vous en parlent ou si vous-même vous avez des souvenirs enfants. Vous savez, cette peur du noir ou cette peur d'être mangé par un ogre ou par un loup, ça vous parle. Et pourtant, on est d'accord qu'on n'a jamais vu un enfant se faire manger par un ogre ou par un loup. C'est bien que cette peur, elle existe, elle est là, elle est tapie, elle existe dans notre véhicule corporel depuis toujours. Et donc, elles peuvent être réactivées à tout moment dans l'entreprise. Et sur quoi se construit notre peur? En fait, la peur, c'est une interprétation. Et la peur, elle s'appuie sur le mécanisme du temps, passé, présent, futur. Au présent survient un élément auquel je ne suis pas habituée. Donc, l'intelligence artificielle s'invite dans mon service et moi, je vais avoir peur. Comme je disais, peur d'être mangée. Et je vais aller chercher donc un élément à polarité négative dans le passé que je projette dans le futur. La peur, c'est une construction mentale qui inscrit une émotion dans mon corps. Donc c'est vraiment une interprétation. Je vais me faire un scénario. Et bien sûr, je vais me faire le scénario catastrophe, le pire possible. Donc, je reprends l'exemple des enfants. Mon enfant a 30 minutes de retard en rentrant de l'école. À aucun moment, je vais me dire, c'est super, il est avec ses potes, il joue. Non, je vais m'imaginer le pire scénario catastrophe possible. Eh bien, c'est pareil avec l'intelligence artificielle. Je vais m'imaginer être licenciée, je vais m'imaginer, en tout cas, le pire scénario catastrophe possible. Donc, il faut avoir conscience de ça pour nos salariés, dans nos équipes, pour tenir compte de ça. Et le dernier point sur la peur, c'est qu'est-ce qui se passe quand je suis justement soumis à ce stress, à une forte émotion, à cette peur? Eh bien, c'est les neurosciences qui nous l'expliquent. On assiste à ce qu'on appelle la désynchronisation de nos 3 cerveaux. Nous avons 3 cerveaux, le cortex pour la réflexion, le cerveau limbique qui est le siège de nos émotions et le reptilien qui sert à nos comportements primaires. Et quand je suis soumis à une forte émotion, à un stress, eh bien la zone frontale de mon cortex n'est plus opérationnelle. Et donc je suis en prise directe avec mon cerveau limbique, avec mes émotions. Vous savez, quand on est fortement en colère, on dit « mes mots ont dépassé ma pensée ». C'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire que j'ai toujours accès à la zone du langage, en revanche, je n'ai plus accès à ma raison. Et donc je dis des choses qui dépassent ma pensée. Il faut avoir conscience de ça parce que vous savez, dans nos entreprises, parfois, on voit des gens, excusez-moi de l'expression, mais qui pètent un plomb. Ça vous parle, ça? Et si vous analysez derrière ces pétages de plomb, en général, il y a toujours la peur. C'est la peur qui pousse les gens à s'exprimer ainsi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, déjà avoir conscience de ça. Il faut attendre que cette zone frontale du cortex soit de nouveau opérationnelle, de retrouver son calme pour pouvoir s'exprimer. Parce que le problème, ce n'est pas l'émotion. Au contraire, l'émotion, c'est la source principale de nos prises de conscience. La peur, elle va me dire quelque chose de moi.
la tristesse aussi, la colère aussi. Les émotions, elles nous parlent, elles nous guident. En revanche, ce qui peut poser problème, c'est l'expression de nos émotions. Donc il faut être vigilant à ça dans nos entreprises et le comprendre quand on le voit chez certains de nos salariés. Alors effectivement, on a peur. On a peur en tant que dirigeant, on a peur en tant que chef d'entreprise de se lancer dans l'intelligence artificielle. Et on a peur parce que ça génère chez nous quelque chose de, on va dire, primaire en tant que chef d'entreprise. D'abord, l'investissement. On se dit, OK, je vais sur l'intelligence artificielle, je vais implémenter l'intelligence artificielle dans mes services. Combien ça va me coûter? C'est important de pouvoir budgétiser un investissement. Donc c'est une première peur. La deuxième peur, c'est est-ce que je ne vais pas me tromper? Est-ce que les investissements que je vais mettre en place vont me permettre de mettre en place une IA performante? Et puis en fin de compte, est-ce que mes collaborateurs vont adhérer à cet investissement, vont adhérer à mes choix? Parce que justement, l'intelligence artificielle va chambouler mes unités. Oui, alors bien sûr, le chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la réussite opérationnelle de son projet d'intelligence artificielle, bien évidemment. Et moi, j'ai envie de vous dire que de la qualité relationnelle va dépendre la qualité opérationnelle. Donc, vous, en tant que leader, vous devez faire preuve d'une grande intelligence émotionnelle parce que quand vous faites preuve d'intelligence émotionnelle, eh bien, vous avez plus de facilité à interagir avec vos équipes, à être en empathie, à motiver vos salariés. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est la capacité à s'adapter aux circonstances en tenant compte de ses émotions et de celles des autres. Donc, vos salariés autour de vous vont se sentir compris. Quand on développe l'intelligence artificielle ou un autre type de changement, parce que tous les changements sont source de stress, mais quand on veut développer l'intelligence artificielle au sein de son entreprise, qu'ont besoin vos salariés en priorité? Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'être rassurés. Et comment rassurer vos salariés? Eh bien, en créant des conditions de travail par la confiance. Travailler en confiance, vous savez, tout le monde aspire à ça, c'est un besoin fondamental de l'âme. Mais travailler en confiance, ça ne se décrète pas. La confiance, elle a besoin de preuves, elle a besoin de se construire, elle a besoin de se donner, de se recevoir. Et donc j'ai envie de vous partager les 3 piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour créer des relations de travail en confiance. Et le premier, et on n'en parle pas souvent dans les entreprises, mais c'est oser montrer ses vulnérabilités. Oser montrer ses vulnérabilités, c'est d'abord faire preuve de courage, et c'est fécond, parce que on dit à l'autre « j'ai besoin de toi ». Pour que l'intelligence artificielle se déploie de façon positive dans l'entreprise, eh bien j'ai besoin de toi. Et donc on autorise l'autre aussi à le dire. Et si dans tout le process du développement de l'intelligence artificielle, eh bien chacun des maillons faibles accepte de dire, de tendre la main et de dire là j'ai besoin de toi, eh bien on va pouvoir tisser de véritables relations de confiance et on va transformer les maillons faibles en cotte de maille. Et il n'y a rien de plus solide qu'une cotte de maille. Donc voilà, le premier, c'est oser montrer ses vulnérabilités. Le deuxième pilier, moi j'aime bien avoir en tête des images, c'est le dilemme du hérisson. Le hérisson, le soir, quand il dort avec ses congénères, eh bien, il doit dormir suffisamment près d'eux pour ne pas mourir de froid, mais suffisamment loin d'eux pour ne pas mourir ou être blessé par une épine. Eh bien, c'est ça aussi pour vous, chef d'entreprise, c'est savoir doser, savoir être parfois dans la proximité avec vos collaborateurs et puis parfois être un peu plus distant. En d'autres termes, c'est doser bienveillance et exigence. On ne peut pas être que dans la bienveillance et on ne peut pas être que dans l'exigence. Et savoir doser ces 2 pôles-là, eh bien, c'est transformer des relations de simple collaboration en véritable coopération. Et le troisième pilier pour construire des relations de travail par la confiance, eh bien sûr, c'est partager une œuvre commune.
C'est cette image des 3 compagnons. Le premier tape sur une pierre, le deuxième construit un mur et le troisième, il construit une cathédrale. Il voit plus grand que lui. Eh bien, partager cette œuvre commune, c'est d'abord donner du sens à son entreprise, mais c'est aussi travailler en confiance ensemble dans la réalisation de cette œuvre. Donc voilà les 3 piliers pour moi sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour créer des relations de confiance. Et parce que derrière l'intelligence artificielle, il y a des hommes et des femmes avec leurs besoins et leurs fragilités. Et si je ne tiens pas compte de cela, si je ne tiens pas compte de cette détresse potentielle de mes salariés, je vais avoir ce que j'appelle des fractures relationnelles. Mes salariés vont peut-être opposer des freins au développement de l'intelligence artificielle. Donc je dois être à leur écoute, je dois comprendre ces besoins et je dois les libérer ou en tout cas les aider à se libérer de leurs peurs et moi-même aussi à me libérer de mes peurs. Et pour ça, je vais vous partager 6 clés pour pouvoir déconstruire les peurs. On a vu tout à l'heure que la peur, c'était une construction mentale. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la déconstruire. Donc la première clé, c'est bien évidemment reconnaître ma peur, l'identifier, ensuite l'exprimer, reconnaître l'état dans lequel je suis, l'accepter, et puis voir le film que je suis en train de me raconter. Et là, prendre du recul et me dire, mais pendant combien de temps encore je vais me raconter ce film ? En fait, non seulement ça me responsabilise, mais ça me renvoie à l'absurdité du film que je suis en train de me raconter. Vous savez, c'est Victor Hugo qui dit « Étonnez vos peurs par le peu de considération que vous leur accordez ». Bien, c'est exactement ça, prendre ce recul-là. Et la 6e clé, c'est la plus importante, c'est découvrir quel est l'opposé de la peur. L'opposé de la peur, ce n'est pas le courage ou la témérité. L'opposé de la peur, c'est le désir. Parce que derrière chaque peur, il y a un désir. Derrière la peur de mourir, il y a le désir de vivre. Derrière la peur de l'incertitude, il y a le désir de maîtrise. Derrière la peur de la dépendance, il y a le désir de liberté. Et derrière la peur de l'intelligence artificielle, eh bien, il y a le désir d'être reconnu ou aimé pour sa singularité, le désir d'être à sa place. Donc derrière chaque peur, il y a un désir. Et si j'arrive à travailler avec mes collaborateurs, à les écouter suffisamment, eh bien, je vais pouvoir travailler sur leurs besoins, leurs désirs, leur envie. Effectivement, Marie-Ève, le désir, on l'a tous en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise. Et entre le désir et l'envie, il y a la frontière est vraiment à part. Alors on va regarder l'envie du dirigeant de façon macro, et puis on va descendre progressivement jusqu'à une exploitation véritablement active pour nous, chefs d'entreprise ou dirigeants. Alors au niveau macro, on a tous envie d'aller sur l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle nous ouvre des champs des possibles absolument extraordinaires. Plus de 100 milliards d'informations sont à notre disposition. Forcément, la question que l'on va se poser est dans ces 100 milliards de réponses. Alors, l'intelligence artificielle nous donne aussi un avantage concurrentiel. Pourquoi ? Parce qu'on va aller de plus en plus vite. Et nous, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, on sait très bien que l'accès à l'information, plus elle est rapide, plus on est percutant, plus on est compétitif, plus on gagne. Et ça, c'est une envie que l'on a parce qu'on a compris que l'intelligence artificielle va nous donner un avantage phénoménal par rapport à notre concurrence. Si on descend un peu plus dans l'application même de l'intelligence artificielle, on a au niveau informatique une interactivité et on a une automatisation des tâches grâce à l'intelligence artificielle. On a tous été sur des sites avec des chatbots qui sont plus ou moins bons. Les nouveaux chatbots liés à l'intelligence artificielle sont beaucoup plus percutants. Aujourd'hui, un chatbot, on écrit, il va directement sur on va dire un modèle alimenté par l'intelligence artificielle et on a un résultat. On peut aller encore beaucoup plus loin. Vous avez vu tout à l'heure avec
le clonage. Imaginons, vous êtes DLR, enfin adhérent de DLR, et vous avez des questions à poser au niveau juridique. Et puis, on va poser cette question à partir d'un chatbot. Et qu'est-ce qui va se passer en termes de résultats? Vous avez les clones du service juridique qui vont vous répondre en direct. C'est juste extraordinaire. La deuxième partie, c'est le temps réel. Alors, toujours pareil, DLR, la fédération a mis en place une application que vous avez téléchargée sur votre téléphone portable. Et puis, vous pouvez interagir en temps réel sur cette conférence. Faire remonter de l'information aux organisateurs. Ah bah oui, mais Cyril, on n'aime pas trop sa casquette sur scène. Donc, prochaine fois, il va falloir changer. Qu'est-ce que vont me dire tout de suite après? Bah, écoute Cyril, ta casquette n'est pas appréciée. Pour la prochaine conférence, il faudrait changer. Les applications sont multiples. On peut aller bien au-delà. Mais l'intelligence artificielle nous permet d'interagir en temps réel. Et puis, bien sûr, il y a la sécurité et la surveillance. Prenons on va dire un exemple qui ne fait pas partie de votre secteur d'activité, mais le bijoutier. Quand on va chez un bijoutier, vous voyez, on arrive, on sonne, il nous regarde, et puis on rentre. Formidable. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, se branche directement à partir d'une caméra et va analyser notre visage sur des bases de données. Ça peut être des bases de données de police, où on va justement déceler avant, avoir ce qu'on appelle une prédiction, parce que potentiellement, la personne qui va rentrer dans la bijouterie peut être un voleur. Après, au niveau éthique, on aime ou on n'aime pas. C'est une possibilité. Et puis, possibilité aussi extraordinaire, c'est l'innovation et la technologie. Là, on rentre pour certains dans l'irréel. Je suis conférencier, je me suis entraîné, j'ai entraîné ma conférence, voilà, devant une bibliothèque avec des livres. Aujourd'hui, vous avez des casques de réalité virtuelle, le conférencier va se baigner dedans et va avoir en face de lui 1000 personnes. 1000 personnes qui vont réagir à ce que je dis, vont rigoler aux blagues. Donc ça nous met directement dans l'ambiance. La technologie évolue, tout est en train de transformer notre façon de travailler. On descend encore un peu plus bas. Et là, l'intelligence artificielle excelle dans le digital marketing. Je prends mon exemple. Ça fait 2 ans que j'organise des week-ends de conférences que j'ai appelés les événements Maverick. Durant tout un week-end, nous avons des conférenciers qui se succèdent sur scène sur des thématiques complètement différentes. L'organisation, la première année, j'ai mis 3 mois pour mettre en place toute la partie marketing. Un travail titanesque, je suis arrivé à la fin de l'événement, j'étais complètement rincé. L'année dernière, je me suis dit, tiens, on va utiliser l'intelligence artificielle. 7 jours, j'ai mis pour construire tout mon digital marketing. 42 mails écrits, 6 mois de posts sur les réseaux sociaux, les visuels associés, l'automatisation des tâches. Bien entendu, j'ai réécrit pas mal de choses. 7 jours. Ce qui m'a permis à moi, après, de travailler sur d'autres tâches beaucoup plus intéressantes que répétitives et fastidieuses. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle vous permet véritablement de bâtir complètement une stratégie marketing. Ça va bien entendu au-delà du marketing. Ça peut s'appliquer à d'autres secteurs de l'entreprise. Vous connaissez ? DLR. L'année dernière, Hervé Rebolo m'a demandé « Cyril, est-ce que tu pourrais réfléchir sur l'implantation de l'intelligence artificielle au sein de la fédération ?» Okay. La première chose que nous avons fait, justement, vous avez vu, pour minimiser les peurs, nous avons fait un audit. Questionner tous les services pour savoir quelles étaient leurs implications vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils connaissaient l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils l'avaient touchée de près ou de loin? Est-ce qu'ils en avaient peur? Est-ce qu'ils pensaient que leur job allait être menacé? Toutes ces questions, on les a soulevées, on a discuté. Un rapport a été fait. En septembre, Hervé m'a dit « c'est bon, on peut y aller ». Depuis maintenant à peu près 9 mois, on travaille à l'implémentation de l'intelligence artificielle au sein de l'organisation de la fédération.
On a commencé par le digital marketing, bien entendu, qui a favorisé, qui a développé, qui a amélioré, augmenté le service, où on peut aujourd'hui faire des posts sur les réseaux sociaux de façon très rapide et très simple, mettre en place des visuels. On a travaillé aussi sur la partie juridique, où là, le travail est beaucoup plus important parce qu'on est en train de nourrir l'intelligence artificielle avec tout un tas d'informations qui vont pouvoir, après, être mises à votre disposition et vous allez pouvoir converser avec l'intelligence artificielle. Tous ces travaux sont aujourd'hui présents pour améliorer le quotidien de la fédération, tant au niveau des collaborateurs que plus tard au niveau des adhérents. Je vous donne juste une petite information. Nous sommes en train de travailler sur une IA métier pour vous. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon ça serait spoilé, mais on va faire quelque chose d'assez sympathique. Alors, aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait partie intégrante de notre vie, de notre monde. Dans le milieu médical, au niveau de l'imagerie, l'intelligence artificielle excelle. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas mieux que l'intelligence artificielle capable de voir une anomalie au pixel près. L'œil humain n'est pas capable de voir ce type d'anomalie. Et pour les radiologues, aujourd'hui, c'est du pain béni, cette assistance. Pareil pour les chirurgiens. Les chirurgiens, aujourd'hui, opèrent à distance. En neurochirurgie, par exemple, on a besoin d'avoir des bras qui vont au micron près. La main humaine n'en est pas capable. On change de milieu, on va dans l'industrie, et là, nous avons des turbines. On connaît tous les éoliennes. Dans les éoliennes, vous avez des turbines Siemens. Et Siemens a mis de l'intelligence artificielle pour gérer la partie maintenance prédictive. 30%, ils ont fait de gains par rapport à avant où ils n'avaient pas d'intelligence artificielle pour gérer la maintenance de leurs turbines. On peut toujours continuer dans un secteur que vous connaissez un petit peu plus, le secteur agricole, où là nous avons des machines qui sont complètement autonomes. Des tracteurs qui marchent tout seuls dans les champs. Vous avez des drones qui pulvérisent parce qu'ils ont la topographie des champs et ils pulvérisent tout seuls sans même l'aide de l'être humain. Alors oui, bien sûr, l'intelligence artificielle augmente les performances. Et moi, j'ai envie de vous montrer que l'intelligence émotionnelle aussi, elle augmente les performances. Et je vais vous le démontrer avec du sport. Les Jeux Olympiques de Pékin, Usain Bolt est au départ. Le 100 mètres messieurs, l'épreuve reine de l'athlétisme. Et tous les commentateurs s'interrogent, est-ce que Usain Bolt va battre son propre record de 9 secondes 70 ? Donc réponse dans quelques secondes. Usain Bolt bat son propre record. Question, comment a-t-il fait ? Est-ce la préparation ? Bien sûr, la force, la physiologie, tout ça il en faut, mais pas que. Usain Bolt n'a pas réfléchi à sa course. Clairement, il a fait confiance à son ressenti. Il a utilisé son intelligence émotionnelle. Il n'a pas réfléchi, il survole. Il ressent sa foulée, il ressent sa puissance, il ressent qu'elle est belle. C'est les émotions qui ont engendré les actions. C'est pareil dans vos entreprises. Vos commerciaux vont signer un nouveau contrat avec un gros client. Est-ce que la réussite, est-ce que la signature de ce contrat va tenir uniquement à la technicité et à la préparation du contrat ? Non, vous savez que c'est bien plus que cela. Vos commerciaux aussi vont utiliser leur intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont écouter le client, ils vont déceler ses doutes, ils vont faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit. Le mot émotion vient du latin movere, mettre en mouvement. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que l'intelligence émotionnelle vous met en mouvement. En fait, on peut agir et décider grâce à nos émotions. Alors effectivement, quand on parle d'intelligence émotionnelle, liée à l'intelligence artificielle,
on tombe sur des véritables pionniers. Et en termes de pionniers, il y a des véritables visionnaires de notre civilisation qui ont révolutionné complètement notre façon d'aborder certaines choses. Le premier, que tout le monde connaît, Jeff Bezos. Pour moi, Amazon, qui est la plus grosse boutique en ligne du monde, c'est aussi le premier tunnel de vente au monde. Jeff Bezos a bien compris, avant que ChatGPT sorte du bois, il a bien compris quoi ? Il s'est dit, en utilisant l'intelligence émotionnelle et en traquant un peu tous mes utilisateurs au sein d'Amazon, je vais pouvoir leur proposer autre chose. Il a implémenté l'intelligence artificielle directement dans Amazon. Et aujourd'hui, Amazon, qui fait figure de pionnier, nous propose toutes sortes de produits liés à nos goûts, à nos envies, à notre façon d'acheter, parce qu'il sait quel est notre panier moyen. Donc il nous propose aujourd'hui quelque chose d'absolument extraordinaire. Le deuxième pionnier, pour moi, on l'aime ou on ne l'aime pas, Elon Musk. Alors Elon Musk est un véritable visionnaire. Quand il est sorti de son université de Pennsylvanie, il a créé une société qui proposait des cartes à des entreprises. Quelques années plus tard, il l'a vendu 305 millions de dollars. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, tiens, je vais créer une autre entreprise parce qu'il y a un problème dans les transactions financières. Il a créé PayPal, XCOM au départ, qui s'est appelé PayPal par la suite. Racheté par eBay, 1,3 milliard de dollars. Derrière, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a monté SpaceX. SpaceX, pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, en fin de compte, la NASA perd énormément d'argent avec ces lanceurs qui sont déchiquetés dans l'air. Moi, je vais faire des lanceurs qui vont venir au centimètre près. La NASA s'est foutue de lui. Aujourd'hui, la NASA utilise les lanceurs SpaceX. 2 ans après SpaceX, il a créé Tesla. Tesla, tout le monde connaît, peut-être certains d'entre vous ont une Tesla, c'est juste prodigieux. C'est une intelligence artificielle sur roulette. C'est dingue. Aujourd'hui, la conduite autonome qui est présente aux États-Unis, au Canada, moi je l'ai testée, c'est prodigieux. On sort du restaurant, on appelle la voiture, elle vient nous chercher. Kit des années 2000. Vous vous rappelez, Kit ? Il ne s'est pas arrêté là. Il a créé Neuralink. Neuralink, c'est juste extraordinaire. Dans sa vision des choses, il a intercepté les signaux électriques entre 2 synapses. Vous savez, les synapses sont les petites terminaisons électriques que nous avons dans le cerveau. Il les a interprétées et il a pu implanter une puce dans un cerveau humain. Aujourd'hui, un tétraplégique est capable de jouer aux échecs avec un ordinateur, juste avec la pensée. Donc vous imaginez le potentiel que l'on peut faire en bien et en mal. Pour moi, l'autre société visionnaire, on la connaît, c'est Google. Son PDG actuel, Sundar Pichai, a complètement développé Google avec l'intelligence artificielle et notamment Verily, qui est aujourd'hui le concurrent de Neuralink. Aujourd'hui, on a des titans de la technologie qui sont en train de se bagarrer sur le monde de la tech pour à qui va implanter une puce dans le cerveau humain le plus rapidement possible. Parce que vous imaginez, demain matin, vous allez en Chine et puis vous dites, tiens, je vais m'acheter un programme de langage chinois et puis vous parlez en chinois, en mandarin natif. C'est juste extraordinaire. C'est juste fabuleux. Ah. C'est à moi. Ça n'a pas marché. Voilà. C'est à toi. Je crois. Non, c'est à moi. Pardon. C'est à toi. Eh ben voilà. C'est à moi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, en fin de compte, on est dans un monde qui est en train de changer. Notre technologie est en train d'exploser. Elle est en train d'aller à la vitesse beaucoup plus rapide que celle qu'on a connue dans les années 2000, dans les années 80, le développement de l'Internet, le développement des ordinateurs. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train d'exploser. Et nous avons ce que l'on appelle l'IAG, l'intelligence artificielle générale. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle générale, c'est une intelligence capable de remplacer l'homme.
À tout niveau, elle est intuitive, elle a des sentiments, elle est capable de créer une autre intelligence artificielle, autonome. Là, on n'est pas dans la science-fiction. Je vous ai dit tout à l'heure que l'IAG, le père de l'intelligence artificielle, avait dit dans 20 ans, et puis dans 3 ans. Et puis l'année dernière, Sam Altman, que vous connaissez, le PDG d'OpenAI, papa de ChatGPT, s'est fait renvoyer manu militari de son entreprise. Personne n'a compris. Ça a fuité, puis hop, c'est reparti. OpenAI a créé un département secret dans lequel il a développé une IAG. Et comme OpenAI œuvre pour l'humanité, le board a décidé de le virer parce que l'IAG est tellement puissante qu'elle est dangereuse pour l'humanité. Donc aujourd'hui, si nous ne mettons pas des garde-fous, on va se retrouver dans le scénario Terminator, où Skynet est en train d'éradiquer la race humaine. On va se retrouver dans Matrix. C'est ça une IAG non contrôlée. Mark Zuckerberg, il y a très peu de temps, le PDG de Meta s'est dit je vais mettre mon IAG en open source. Elon Musk aussi. Vous imaginez ce qui peut se passer aujourd'hui si jamais une IAG tombe dans les mains de terroristes. Alors je vous brosse un tableau très noir de l'évolution de l'intelligence artificielle, mais si on ne la contrôle pas, si on ne met pas des garde-fous, eh bien, nous allons arriver dans ce scénario-là et on n'aura pas où aller pour pouvoir se cacher. Oui, donc là on voit un peu le pire de l'humanité, le pire qui puisse nous arriver. Moi j'ai envie de vous parler du meilleur. Le meilleur, vous savez, quand les process sont au service de l'humain et pas l'inverse, quand parfois on peut bousculer les règles et assister à des petits miracles. Vones? Pse me vones? Zire dorën. Këtu. Shkon vend. Edhe mos e përsërit më, qetësi. Hyr! Prap me vones. Shkon vend. Hyr!
perdu le fil. Voilà. Pardon. Je ne commente pas le petit film. Ce qu'on voit derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On voit 2 grandes prématurées dans la même couveuse. En fait, ces 2 petites sœurs étaient chacune dans une couveuse. L'une était en très bonne santé et l'autre se laissait mourir. Et qu'a fait une infirmière à ce moment-là? Eh bien, elle a écouté au plus profond de son cœur. Elle a fait preuve d'intelligence émotionnelle. Elle a bousculé les règles. Elle a même fait ce qui était interdit. C'est qu'elle a mis les 2 petites sœurs dans la même couveuse. Et là, qu'est-ce qui s'est produit? Tout simplement un miracle. C'est que la sœur en bonne santé a redonné le goût de vivre à sa petite sœur. Et aujourd'hui, elles sont grandes et elles vont bien. Donc, écouter au plus profond de son cœur, c'est parfois emmener nos collaborateurs au bout du monde. Pendant plus de 25 ans, j'ai dirigé un établissement médico-social. Et quand le Covid est arrivé dans mon établissement, il a fallu que je crée une zone de contingentement dans l'urgence. Et là, j'ai réuni mes équipes. Et est-ce que je leur ai parlé des nouveaux protocoles et des nouveaux process qu'on allait appliquer? Non. Est-ce que je leur ai parlé du matériel et des équipements qu'on allait utiliser? Non plus. Je les ai réunis, je les ai écoutés, j'ai écouté leur fatigue, j'ai écouté leurs doutes, leurs peurs, leurs besoins. Et quand j'ai demandé qui était volontaire pour travailler dans la zone de contingentement, eh bien, toutes les mains se sont levées. En 1906, vous avez eu la première émission radio. 1926, la première émission télé. 1989, l'apparition de l'Internet. 1994, le lancement du smartphone. 2020, l'intelligence artificielle. Alors l'Internet a supprimé les barrières de la distance entre les êtres humains. Le smartphone a littéralement développé les communautés en ligne. L'intelligence artificielle, quant à elle, est en train de venir bouleverser notre travail. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est en train de tout chambouler dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle. Dans les 3 ans à venir, notre travail aura radicalement changé. 50% de notre job, dans l'état actuel, aura disparu. Alors, si jamais notre job doit disparaître et être remplacé par l'intelligence artificielle, il le sera. C'est comme ça que ça se passe dans le monde capitaliste. On prend un exemple. L'année dernière, nous sommes en septembre de l'année 2023, une entreprise parisienne spécialisée dans le contenu, 380 collaborateurs, décide de licencier 270 salariés au profit de l'intelligence artificielle. Waouh! Bien sûr que ce n'est pas bien. Bien sûr qu'il ne fallait pas faire ça. Mais l'intelligence artificielle est là, elle ne va pas s'arrêter. Au même titre que l'électricité a démarré, elle ne s'est pas arrêtée. Donc il va falloir composer avec l'intelligence artificielle. On peut se poser toutes les questions. Comment je vais faire? Comment va être mon travail? Comment je vais être obligé de me former en continu? Comment je vais développer ce qui n'est pas remplaçable? L'intelligence artificielle, aujourd'hui, est un véritable rouleau compresseur. Elle ne va pas s'arrêter. Alors plutôt que d'aller en frontal, plutôt que de se bagarrer contre l'intelligence artificielle, on va l'apprivoiser, on va la dompter, on va l'utiliser à bon escient. On va l'utiliser comme un véritable assistant de travail. Et on va devenir de véritables chefs d'entreprise augmentés. Oui, donc on a vu qu'on avait d'un côté des émotions paléolithiques et de l'autre côté une technologie high-tech. On voit bien qu'il y a un problème, qu'il y a un déséquilibre. Bien, ce qu'on a voulu vous dire avec Cyril aujourd'hui, c'est que de ce déséquilibre-là, on peut en faire une force. En alliant l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle, on peut faire sauter tous les freins, on peut emmener nos collaborateurs au bout du monde. Vous savez, c'est Darwin qui dit « Ce ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes qui survivent, mais celles qui savent s'adapter au changement ».
Eh bien, c'est ça notre message aujourd'hui, c'est que l'alliance de l'intelligence artificielle avec l'intelligence émotionnelle, elle est salutaire, elle guérit même, parce qu'elle permet à tous nos rêves de converger. İstanbul'a mı gidiyor sence? Başka nereye gideceğiz? Buraya gelecek hali yoktu ya. Çok istesek gelir bence. Ona geliyor. Vallahi. Bura bak bura. Gel gel. Çabuk çabuk hadi hadi. Gelmiyor. Geliyor geliyor. Geldi. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci infiniment. Marie-Ève Corr, Cyril Darban.